Jean-Marc Gadoulet, bonsoir. Vous êtes ancien agent de la DGSE. Vous apparteniez à ce qu'on appelle le 11e choc, qui est une unité d'élite du service action. Pour dire les choses simplement, Jean-Marc Gadoulet, vous étiez espion et vous racontez votre vie trépidante dans ce livre, Agent secret, chez Robert Laffont, avec sous-titre « Un espion français dévoile son quotidien ». Justement, vous le racontez, ce quotidien. Alors, au hasard, racontez-nous l'une de vos premières missions, c'était au Kosovo. Comment ça se passe? Vous aviez une couverture là-bas pour ne pas vous faire prendre. Laquelle? Racontez-nous. Qui prétendiez-vous être quand vous étiez en mission espion au Kosovo? D'accord. Alors, tout d'abord, je n'étais pas simplement espion, j'étais un combattant spécialisé, c'est-à-dire une partie très spéciale de cette catégorie, de cette population d'espions qui sont à la DGSE. Et pour ce qui est de cette mission au Kosovo, qui était entre le renseignement et la diplomatie, en tout cas en amont de Vous étiez les yeux et les oreilles du gouvernement français pour savoir ce qui se passait au temps de la guerre de Yougoslavie. Voilà, c'est ça. Bon. Et donc là, j'avais choisi avec mon coéquipier d'être une équipe de journalistes. Donc il y avait un photographe et un journaliste, et j'étais photographe. Alors il faut être crédible quand on est journaliste. Donc vous écrivez. Comment faisiez-vous pour être crédible? D'abord, je m'étais préparé, comme toutes les missions qui se respectent. J'avais préparé ma légende, justement. Et vous vous appeliez monsieur... J'ai plus le nom, là. Peu importe. Donc, vous y étiez fait un passé. Alors, comment on se crée un passé de journaliste? On a créé des articles qui sont publiés sur le web? Oui, d'abord, c'est un travail qui se fait très en amont. On travaille dans le monde du journalisme pour préparer cette mission qui se passera dans le monde du journalisme, mais en temps de guerre. Donc ça ressemble beaucoup à des situations connues par les grands reporters de guerre, qui traversent toutes les crises que l'on connaît, que l'on a connues jusque-là, et qui reportent aux autorités ou alors aux grands médias du monde entier ce qui se passe dans toutes les guerres de cette planète. Alors pour être crédible, vos articles sont publiés dans les journaux. Bien sûr. Il y a un bureau des légendes. Moi j'ai cru que ça n'existait pas, tout ça. Comme la série télé, il y a un bureau des légendes qui s'assure qu'il n'y ait pas de bug. C'est-à-dire qu'en mission, vous ne rencontriez pas une personne qui vous connaisse sous un autre nom. Oui, alors ce contrôle-là n'est pas fait à partir de ce bureau des légendes, de ce que vous appelez le bureau des légendes. C'est en complément. Ce travail-là est fait sur le terrain par l'intéressé, c'est-à-dire nous deux, les deux équipiers que nous étions au Kosovo, devaient en permanence faire attention de ne pas tomber sur des gens qu'on aurait pu rencontrer ailleurs. Et qui vous connaissaient qui auraient une mission... bien évidemment. Je sais pas où, bref. C'est comme dans les films d'espionnage, vous avez peur de ne pas être suivi. Dans un restaurant, vous vous asseyez où dans un restaurant? Toujours dans le mur. En fait, ce qu'on voit dans les films d'espionnage, c'est vraiment ce qui se passe, quoi. Oui, mais de toute façon, les films d'espionnage, ça s'inspire de faits réels, d'attitudes réelles. Souvent, sont guidés et conseillés par des anciens, soit forces spéciales, soit espions. Rarement des combattants spécialisés, parce que je pense que je suis l'un des premiers à m'ouvrir à ce sujet. Je vais sans doute en souffrir, mais c'est pas grave. Alors, combattants, oui, parce que vous racontez tout. Combattants spécialisés, il y a différents types de missions. Il y a les opérations Arma, ça c'est pour du sabotage, destruction de matériel. Oui. Et il y a les opérations Homo, sont homicides. Vous pouvez être amené à tuer des gens, donc. Non, cette histoire d'opération Homo, de toute façon, quand on est en guerre, on tue des gens, ou alors on se fait tuer. Donc, les guerres du service action, les guerres des combattants spécialisés, ne sont pas des guerres traditionnelles. Donc ce sont des guerres qui se passent à l'ombre, dans l'obscurité et l'obscurantisme le plus total. Donc nous, on se bat contre les combattants spécialisés, se battent là où les forces classiques ne peuvent pas aller. Quand vous êtes en mission, vous êtes seul. Si vous vous faites prendre, est-ce qu'à Paris, on ira vous connaître? On dira non, d'ailleurs vous avez un pseudo, non, je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur. On n'est jamais abandonné. Ah, pas abandonné, d'accord. Comment est-ce qu'on vous recrute? Est-ce qu'on cherche des Rambo prêts à s'extirper de toutes les situations impossibles? Non, regardez-moi, j'ai l'air d'être tout à fait normal. Je ne passe pas des heures dans des salles de musculation. J'ai des mensurations tout à fait classiques. Oui, mais il faut que vous ayez un moral d'acier. Comment on s'assure que vous n'allez pas craquer, dire la vérité? Mais je suis un espion de la DGSE au bout de 2 minutes d'interrogatoire. Justement, d'abord, il y a une sélection qui est faite. Donc beaucoup veulent rentrer dans ce monde merveilleux des agents secrets, des combattants spécialisés, voilà. Et beaucoup le veulent, très peu font ce pas, et dans ceux qui font ce pas, encore beaucoup moins sont finalement acceptés après les... On va révéler les techniques, parce que vous les dites. Vous empêchez quelqu'un de dormir pendant 3 jours, vous le sollicitez, au bout de 3 jours, vous verrez s'il craque ou pas.
c'est ça? Bon, c'est une méthode comme une autre de soumettre la résistance de l'individu et surtout sa résistance morale à une situation physique qui a duré une longue durée. Alors, vous étiez marié, est-ce que votre femme savait que vous étiez espion? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle savait quand vous partiez en mission, ce que vous faisiez? Est-ce que vous lui disiez? Bah, malheureusement, non. Elle ne savait pas toujours quand je partais en mission. C'est d'ailleurs... elle ne savait pas non plus quand je revenais. C'est le propre des combattants. Elle ne savait pas où vous étiez. Donc, si elle voyait à la télévision explosion à Kaboul, elle se disait aussi bien... Elle peut toujours tout imaginer au sujet. Elle pouvait toujours tout imaginer au sujet de ce que je faisais ou de ce que je ne faisais pas. Et de toute façon, elle ne savait pas où j'étais, ce que je faisais, quand je revenais. Et la plupart du temps, elle ne savait même pas que j'étais parti. Quand vous étiez invité dans les dîners en ville, les gens ne savaient pas que vous étiez espion. Alors vous leur disiez que vous aviez un banquier, vous prenez de haut et vous disiez, vous mon cher, que faites-vous dans la vie? Vous racontiez, bah, moi je suis plombier, aujourd'hui j'ai débouché les toilettes. Non, pas du tout. Je suis un officier de l'armée française, c'est tout, ça suffit. Et vous n'en disiez pas plus, on disait, disons, il est taciturne celui-là. Non, bah, vous savez, vous êtes officier, lieutenant, capitaine, colonel, vous dites, voilà, je suis dans l'armée, dans une unité parachutiste, et ça s'arrête là. Voilà, un espion ne doit pas être reconnu. Alors un jour, c'était après la mission Kosovo, je crois, Jacques Chirac veut vous décorer de la Légion d'honneur. Oui. Donc comment ça se passe? Parce que là, du coup, vous allez révéler votre visage au vu de tout le monde. Alors comment? Alors justement, on est dans le mythe complet et total. Là, même au président de la République, on lui fait des cachotteries. Et étant donné que j'ai encore un avenir de combattant spécialisé, je ne suis que capitaine, je peux espérer encore faire quelques années et être utilisé ailleurs, sur d'autres théâtres, pour d'autres missions. Donc, accéder à la demande de l'Élysée, c'est bien. On ne peut pas faire autrement. Mais on y met des conditions. Et les conditions qui sont données par le DGSE de l'époque, c'est justement d'être grimé, fausse moustache. Donc je suis déguisé, on me donne un uniforme de transmetteur de la région de Lyon, on me met des lunettes très épaisses. Et vous allez à l'Élysée incognito. Avec des moustaches et de la mousse dans les joues. Il y a des femmes espions? Et quel type de mission on leur confie? Alors oui, il y a des femmes espions, oui. Il y en a, je vais dire, suffisamment, assez pour les besoins de la DGSE. Le nombre, Est-ce que comme dans les films d'espionnage, elles vont séduire des gens ou bien non, je suis désolé de cet aparté un peu machiste, mais oui, donc... est-ce que ça se passe comme ça ou bien non? Elles ont les mêmes missions que vous. Non, elles ont des couvertures à la tête d'ONG. Une mission d'agent secret, ça n'est jamais la même. Les missions des commandos, des combattants spécialisés, c'est encore plus particulier. Il y a des femmes qui sont combattants spécialisés, elles sont encore moins nombreuses qu'agents secrets. Et ces femmes-là, eh bien, elles répondent aux besoins du moment. Alors, je ne peux pas vous dire quels sont les besoins du moment, parce que ça change constamment. Mais on peut tout imaginer. Mais c'est justement là le plaisir de ce métier. Ben justement, qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce métier? Dans ce métier, eh ben, l'inattendu. L'adrénaline. Et le plus déplu? Peut-être est-ce que ne jamais pouvoir dire tout ce qu'on a, sa journée, quoi. Quand on rentre chez soi, on raconte sa journée. Pourtant, la mienne est plan-plan par rapport à celle que vous aviez eue. Vous ne pouviez pas la raconter. Non, on ne pouvait pas la raconter. Donc c'est justement le malheur, le côté malheureux de l'affaire, c'est que, comme dans toutes les unités de l'armée française qui sont un peu malmenées, à cause de rythmes compliqués, de missions tendues, souvent les familles en pâtissent, et c'est justement ce qui m'est arrivé. Mais certaines résistent bien. Eh bien voilà, agent secret, un espion français qui dévoile son quotidien. C'est passionnant, c'est comme dans les films d'espionnage. Je me suis régalé en le lisant. Jean-Marc Gadoulet, un grand merci. Donc c'est chez Robert Laffont. Restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, C'est dans l'air. Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon. Les candidatures se multiplient à la gauche de la gauche. Mais François Hollande risque également de se faire déborder sur la droite avec une possible candidature de Emmanuel Macron. C'est dans l'air est intitulé ce soir de Macron à Mélenchon. Hollande pris en étau.